Pour cette formation, nous vous proposons une organisation en 2 temps. Une première partie en formation à distance composée de 4 modules, chaque module étant conclu par un test. Les résultats de ce test vous seront restitués lors d'une deuxième partie en présentiel où je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur les différents aspects du plan de prévention, de vous accompagner sur des études de cas et de conclure sur les bonnes pratiques. Pour l'organisation de cette première partie, vous avez reçu une invitation à rejoindre notre plateforme e-learning par mail. Vous disposez d'une période d'1 mois à compter de l'invitation pour suivre l'intégralité des 4 modules et pour répondre aux tests. Tout au long de cette formation à distance, vous avez la faculté de me poser vos questions, mais également de me faire part de vos suggestions d'amélioration. Je m'engage à répondre à vos questions sous 24 heures. Vous pouvez vous connecter autant de fois que vous le souhaitez dans un délai d'1 mois. À la fin de votre parcours, une synthèse individuelle vous sera transmise. Tout au long de nos 4 modules, nous aborderons ensemble le cadre réglementaire, qui fera l'objet du module 1. La prévention des risques professionnels sera abordée lors du module 2. Pour laisser place aux principes généraux de prévention, et enfin, le plan de prévention. Lors de notre journée en formation présentielle, j'aborderai avec vous les responsabilités au sein de l'entreprise, comment se protéger du risque pénal, je vous présenterai un plan de prévention type, et nous travaillerons en sous-groupe sur des études de cas. Démarrons à présent le module 1, les bases légales. Ce module, certes un peu rébarbatif, est néanmoins une base solide pour bien appréhender vos responsabilités que nous aborderons ensemble lors de la formation présentielle. N'hésitez pas à prendre des notes et à me poser vos questions. Premier principe et première règle à retenir. Un plan de prévention doit être rédigé par écrit pour les travaux comptant au nombre des travaux dangereux. Le Code du travail précise la liste des travaux dangereux. Les travaux définis comme dangereux par le Code du travail sont les travaux exposant à des rayonnements ionisants, les travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, inflammables, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction. Les travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. Les travaux effectués sur une installation classée, faisant l'objet d'un plan d'opération interne. Les travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, ainsi que les travaux sur les équipements suivants, des véhicules à benne basculante ou cabine basculante, les machines à cylindres, les machines présentant des risques. Les travaux de transformation sur les ascenseurs monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installation de parquage automatique de voitures. Les travaux de maintenance sur installation à très haute ou très basse température. Les travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou des transstockers. Les travaux comportant le recours au treuil et appareils assimilés, mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation. Les travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension. Les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable
un article du Code du travail que nous aborderons ensemble lors de notre journée en présentiel. Les travaux du bâtiment ou des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres. Les travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 90 décibels ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 décibels. Les travaux exposant à un risque de noyade. Les travaux exposant à un risque d'ensevelissement. Les travaux de montage, de démontage d'éléments préfabriqués lourds. Les travaux de démolition. Des travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. Les travaux en milieu hyperbare. Les travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3A. Et enfin, les travaux de soudage exigeant le recours à un permis de feu. Les dispositions réglementaires qui suivent s'appliquent à une entreprise, que nous appellerons entreprise extérieure, qui fait intervenir son personnel aux fins d'exécuter une opération, de participer à l'exécution d'une opération, dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice. Lorsqu'une entreprise utilisatrice fait intervenir une ou plusieurs entreprises extérieures pour réaliser une ou plusieurs opérations, le chef de l'entreprise utilisatrice a la charge de la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend pour son personnel et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenantes dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son propre personnel. Cette coordination générale a pour but de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Dans ce contexte, le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise extérieure, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de l'entreprise extérieure. Des mesures de prévention nécessaires pourront alors être prises par le ou les employeurs concernés. Pour l'application de ces dispositions réglementaires, le cadre légal prévoit que l'employeur peut déléguer ses attributions. Il ne peut toutefois les déléguer qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Cet agent devra, à chaque fois que ce sera possible, être un agent qui prendra part à l'exécution des opérations. Le responsable de l'entreprise extérieure devra faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de son arrivée, la durée prévisible de l'intervention, le nombre prévisible des salariés affectés par cette intervention, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Le responsable de l'entreprise extérieure est également tenu de faire connaître les noms et références de ses sous-traitants. Ces informations doivent être communiquées à l'entreprise utilisatrice le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux, ainsi que l'identification des travaux sous-traités. Une attention particulière est portée sur les activités sous-traitées. En effet, l'entreprise extérieure devra reprendre et s'assurer que les mesures de prévention définies entre son client et elle-même seront bien respectées par ses sous-traitants. Elle aura la responsabilité de la bonne application des mesures de prévention qui auront été définies par le plan de prévention. Insistons également sur un point essentiel.
La définition des mesures de prévention à respecter lors d'une opération doit absolument donner lieu à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent, des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures. Un plan de prévention ne peut en effet pas être rédigé à distance. Il ne s'agit pas simplement d'une opération administrative, mais bien d'une opération de prévention des accidents de travail. Au cours de cette inspection commune, le chef de l'entreprise utilisatrice devra délimiter le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent représenter des dangers pour leur personnel, indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel, ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Seront également définies lors de l'inspection commune les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis par le Code du travail. Le responsable de l'entreprise utilisatrice devra alors communiquer aux responsables des entreprises extérieures les consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés. Les employeurs doivent communiquer toute information nécessaire à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels à utiliser, des modes opératoires, dès lors que ces opérations ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. Suite à l'inspection commune et des informations qui seront recueillies, le responsable de l'entreprise utilisatrice et le responsable de l'entreprise extérieure procéderont à une analyse des risques. Cette analyse des risques qui pourra résulter par exemple de l'interférence entre les activités, de l'utilisation des installations et des matériels. Mais l'analyse des risques peut également résulter simplement de la nature même de l'opération à réaliser. Lorsque des risques existent, les employeurs devront arrêter d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention qui définira les mesures de prévention devant être respectées par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Nous insisterons sur la connaissance et sur l'expertise du responsable de l'entreprise extérieure, qui bien souvent connaît bien mieux les risques consécutifs à l'opération qu'il devra faire réaliser par ses employés. C'est alors ce responsable de l'entreprise extérieure qui devra préconiser des mesures de prévention à respecter. Le plan de prévention rédigé conjointement par les chefs des deux entreprises devra prévoir des dispositions dans les domaines suivants. Le plan de prévention devra définir les phases d'activité dangereuse et les moyens de prévention qui y sont adaptés. Il devra prévoir également l'adaptation des matériels, des installations, ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien. Le plan de prévention prévoira les instructions à donner à ses salariés. Et enfin, l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence. Cette phase devra prévoir le descriptif du dispositif mis en place dans le cadre du secours à personne par l'entreprise utilisatrice. Le plan de prévention devra prévoir enfin les conditions de participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre. Ce point aura pour objectif d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité, et notamment de l'organisation du commandement. Vous l'avez compris, un plan de prévention devra obligatoirement être rédigé et établi par écrit avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de ces travaux, à chaque fois que les travaux à effectuer présenteront des phases dangereuses. Il est à noter également et à retenir qu'un plan de prévention devra obligatoirement être écrit et arrêté, toujours avant le commencement des travaux, bien évidemment, dès lors qu'une opération à effectuer par une entreprise extérieure représentera un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à 12 mois.
que ces travaux soient continus ou discontinus. Ce cadre devra être respecté par exemple sur des opérations de maintenance annuelles pour lesquelles la totalité du nombre d'heures prévisibles sera au moins égale à 400 heures. Il est possible, dans certains cas, et notamment dans des cas de maintenance, que l'entreprise extérieure intervienne de nuit ou dans un lieu isolé, ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue. Le chef de l'entreprise extérieure devra alors s'assurer qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru dans un bref délai en cas d'accident. Il y aura lieu de porter une attention particulière aux moyens de communication donnés à disposition de ce salarié, aux moyens d'alerte, à l'acheminement des secours et au matériel de secours mis à disposition sur le site. Le responsable de l'entreprise extérieure devra, avant le début des travaux, et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés, y compris salariés des sous-traitants, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés. Il devra expliquer également les mesures prises pour prévenir ces risques. Il devra préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adaptés pour les matérialiser. Il devra expliquer l'emploi des dispositifs de protection collectifs et individuels. Il doit enfin montrer à ses salariés les voies d'accès à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et pour les quitter, et pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition. Par exemple vestiaires, par exemple salle de pause. Il devra également préciser la présence et la localisation des sorties de secours. Pour conclure ce premier module, précisons que c'est le responsable de l'entreprise utilisatrice qui devra s'assurer auprès des entreprises extérieures que les mesures de prévention décidées sont bien exécutées. Il pourra pour cela organiser des réunions. Les réunions pourront être également demandées par les entreprises extérieures. Au cours de ces réunions, les nouvelles phases dangereuses éventuelles seront abordées. De nouvelles mesures de prévention pourront être décidées avec mise à jour du plan de prévention. Les salariés nouvellement affectés à ces tâches devront faire l'objet d'une information particulière et devront également respecter les mesures de prévention.